Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Donc le titre est un challenge en 15 minutes. Qu'est-ce qu'un état de mal épileptique? Donc je vais surtout parler des critères diagnostiques, des définitions. Et comme je suis neurophysiologiste et épileptologue, parler également pas mal de l'EEG, de la place dans le diagnostic et la prise en charge des états de mal. Donc on va parler d'abord, comme je vous disais, de définition, de classification des états de mal épileptiques, la place de l'EEG continue, et si on a le temps, quelques entités particulières. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Et donc, un petit rappel tout d'abord. Donc, en 2015, la Ligue de lutte contre l'épilepsie a proposé une définition de l'état de mal épileptique, enfin en tout cas une réactualisation de la définition, comme étant une situation médicale où une crise est suffisamment prolongée, donc une crise continue comme ici, ou les crises qui se répètent à des intervalles suffisamment courts, sans retour à un état intercritique normal, donc la notion de crise subentrante, pour induire un état épileptique continu par rapport à la crise où les symptômes sont transitoires parce que la crise va se terminer d'elle-même. Donc ce qui débouchait sur une définition tout d'abord conceptuelle, avec un état de mal épileptique qui est défini comme une condition résultant de l'échec soit de mécanismes de cessation des crises, soit de l'initiation de mécanismes conduisant à des crises prolongées. Ça, c'est ce qui est défini comme le temps T1, donc le temps où la crise devient anormalement longue. Cet état de mal épileptique a des risques de conséquences sur le long terme, comme la mort neuronale, la création de lésions ou l'altération de réseaux neuronaux, en fonction du type et la durée des crises. Et donc ça, c'est la notion de T2, où des lésions peuvent apparaître du fait de la prolongation de l'activité épileptique. Cette définition opérationnelle cette définition conceptuelle a un pendant opérationnel, donc à partir du T1, la crise devient anormalement longue et il faut mettre en place un traitement pour qu'elle s'arrête. Si la crise continue et qu'on arrive au T2, il faut mettre en place un traitement agressif parce que là, il y a vraiment un risque sur le plan général et également sur le plan neurologique. Donc ça, c'est la définition générale. Le problème, c'est que cette notion de T1 et T2 n'est pas bien définie pour toutes les entités. Autant pour la crise tonico-clonique, l'état de mal tonico-clonique généralisé, ça c'est très clair et depuis longtemps. Au bout de 5 minutes, on a le T1. Au bout de 30 minutes, on a le T2, il faut être agressif. Pour les autres états de mal, les définitions sont un petit peu plus flottantes et ce qui peut parfois poser des problèmes pour justement savoir à quel point il faut être agressif dans la prise en charge. Donc pour état de mal focal avec une altération de la conscience, le T1 est défini au bout de 10 minutes et le T2 à peu près à partir de 60 minutes, mais parfois plus, parfois moins. Pour l'état de mal absence, pour l'état d'absence épileptique, le T1 c'est 10-15 minutes et on n'a pas de notion de T2. Les notions de T1 et T2 pour l'état de mal généralisé sont basées essentiellement sur les modèles animaux. Pour les autres, c'est plutôt pour des séries de cas. Et donc justement, l'importance de ce timing, c'est qu'on sait qu'il y a une relation entre la durée de l'état de mal et les conséquences sur le plan général. Au début de l'état de mal épileptique, il y a un phénomène de mécanisme de compensation avec un état d'hyperstimulation sympathique, il y a l'augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cérébral, divers mécanismes physiologiques pour essayer de compenser l'augmentation d'énergie que ça implique. Et puis, quand on rentre dans l'état de mal réfractaire, ces différents systèmes homéostatiques vont se mettre à être défaillants et on peut avoir des défaillances multiviscérales, des lésions neuronales qui vont s'installer et plus le temps passe, plus la mortalité va augmenter. Pour les autres états de mal, comme je vous disais, c'est moins clair. Néanmoins, il y a des conséquences. Donc, un petit exemple en guise d'illustration, un homme de 36 ans qui consulte aux urgences pour des céphalées et des phosphènes dans l'hémisphère gauche depuis plusieurs heures. On lui fait un EEG que vous voyez ici, donc c'est un montage longitudinal. Vous avez la droite sur ces lignes ici et là, et la gauche ici. Et donc vous avez déjà vu passer plusieurs fois des décharges épileptiques qui prenaient naissance de la région postérieure droite, se manifestant uniquement par des phosphènes. Et ce patient faisait de manière continue des décharges à point de départ postérieur droit, sans absolument aucun autre symptôme, qui a révélé du coup une lésion stroke-like, qui a été le diagnostic de sa mitochondriopathie MELAS. Et quelques temps plus tard, il a refait un état de mal épileptique à point de départ occipital gauche, qui a évolué vers une nécrose laminaire. Il a une atrophie postérieure bilatérale et un tableau de cécité corticale. Alors certes, la mitochondriopathie en elle-même induit des lésions, mais probablement que cet état de mal qui a mis du temps à être contrôlé a participé à la constitution de ces lésions. Et une prise en charge agressive, alors que la sémiologie était très modérée, a été nécessaire chez ce patient.
Outre le temps, l'étiologie est très importante dans la gestion des états de mal, parce que l'état de mal épileptique, c'est un symptôme plus qu'une maladie. On a des états de mal convulsifs au premier plan et des états de mal non convulsifs, même si probablement qu'il y a un sous-diagnostic de cette deuxième entité. La moitié environ des patients qui présentent un état de mal ne sont pas épileptiques connus. Et les étiologies et les pronostics sont très variables. Dans l'état de mal, dans un contexte post-agnostique, on a une très grande majorité de patients qui vont décéder, alors que l'état de mal le plus fréquent chez l'épileptique connu, c'est la baisse des antiépileptiques du fait d'un oubli du traitement. Et par contre, là, la mortalité est très faible. Donc c'est important de pouvoir classifier cet état de mal épileptique parce que le pronostic est vraiment très variable. Et c'est ce qu'a proposé également la Ligue dans ce même papier de définition, avec 4 axes de classification des états de mal épileptiques. Un premier axe sur le plan sémiologique avec 2 parties. Les états de mal où il y a une prédominance des symptômes moteurs, donc on a l'état de mal convulsif, l'état de mal myoclonique, généralement chez les patients qui souffrent d'encéphalopathie myoclonique, les états de mal moteurs focaux, comme le Kojèvnikov, des états de mal toniques, avec des séries de crises toniques hémicorporelles ou bilatérales, et des états de mal hyperkinétiques. Donc ça, généralement, le diagnostic n'est pas très difficile, mais l'urgence, elle est thérapeutique. Ensuite, on a les états de mal non convulsivants, où il y a une altération de la conscience de degrés variables, avec différentes étiologies sous-jacentes possibles. On peut avoir des états de mal généralisés, comme les états d'absence, des salves de crise focale, frontale ou temporale, des états de status d'aphasie, et des définitions ensuite un peu moins claires, où là, le challenge, il est vraiment diagnostique, il faut y penser, et là, l'EEG a toute sa place pour poser le diagnostic dans l'état de mal épileptique. Les autres axes sont l'étiologie, les caractéristiques EEG de l'état de mal épileptique et l'âge. Donc ces différents axes permettent de se classifier en sous-groupes pour pouvoir justement faire des études épidémiologiques et essayer d'avancer sur quelles entités doivent justifier de tels traitements. Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses sur le plan sémiologique. C'est une diapo de Nicolas Gaspard, avec la sémiologie répartie en 2 axes, en abscisse et en ordonnée. En abscisse, on a l'altération de la conscience, en ordonnée, l'activité motrice. Donc on a à l'extrémité, dans une extrémité, l'état de mal focal sans altération de la conscience, comme chez cette patiente qui était hospitalisée en vidéo EEG. Bon, on n'entend pas. Mais du coup, elle se plaint de paresthésie très douloureuse et désagréable au niveau d'un bras, avec une composante émotionnelle très importante, une hyperventilation, une anxiété. La crise, elle va durer plus d'une vingtaine de minutes. Elle est capable de décrire parfaitement toute la symptomatologie, sans altération de conscience, et au bout d'une vingtaine de minutes, elle va évoluer vers une crise tonico-clonique. Ensuite, on a l'état de mal moteur, avec là du coup un état de mal focal hémicorporel gauche, où il y a une altération partielle de la conscience et des activités motrices subcontinues sur l'hémicorps gauche. On a également l'état d'absence, où là on a peu de symptômes moteurs, mais une obnubilation de la conscience, avec une patiente qui est peu réactive, qui a des fluctuations importantes de la vigilance, alors que normalement, elle n'a aucun problème sur le plan langagier et sur le plan moteur. Elle est quand même capable de répondre partiellement aux questions, mais on sent qu'il y a un ralentissement psychomoteur très important. Et à l'autre extrémité de l'axe, on a l'état de mal subtil ou l'état de mal larvé, où là, il n'y a plus d'activité motrice, il y a une dissociation électromécanique et on a uniquement des petits mouvements péribucaux ou au niveau de la main, alors qu'au niveau électroencéphalographique, on a des décharges EEG généralisées continues. Oula. Ouf. Ah, le temps, il sera plus bon après. On voit qu'il y a un petit J'étais à 9 minutes, c'est bon. Hop. Donc pour les critères diagnostiques d'état de mal non convulsivant, on n'a pas de critères cliniques.
Il y a des ensembles de symptômes négatifs ou positifs. Donc, dans les symptômes négatifs, on peut avoir l'altération de la conscience, l'amnésie, la catatonie. Mais on peut aussi avoir des symptômes positifs avec des manifestations émotionnelles, des manifestations langagières ou des signes un peu subtils comme des mouvements anormaux au niveau des yeux, comme je vous ai montré sur les vidéos précédentes. Mais voilà, on n'a pas de critères diagnostiques forts. Par contre, on a des critères diagnostiques EEG qui ont été publiés en 2013, qu'on appelle les critères de Salzbourg, avec du coup différents critères EEG pour poser un diagnostic d'état de mal non convulsivant. Donc il y a plusieurs présentations possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous expliquer un petit peu à quel point parfois c'est difficile de poser ce diagnostic. On a dans un premier temps la possibilité d'avoir des anomalies épileptiques de manière certaine, des pointes, des ondes aiguës, des polypointes, qui se répètent de manière régulière à au moins 2,5 Hz, ou qui s'organisent avec des décharges, donc une rythmicité dans l'organisation de ces grapho-éléments qui sont indubitables pour une crise. Donc là, généralement, on ne se pose pas trop de questions. Ensuite, on a une autre option pour poser un diagnostic d'état mal convulsivant, c'est quand on a des anomalies périodiques généralisées ou latéralisées, donc les GPD, Generalized Periodic Discharges, ou les Lateralized Periodic Discharges, qui ne sont pas des grapho-éléments pathognomoniques d'une épilepsie sous-jacente. Elles peuvent être simplement là à cause d'une lésion, par exemple. Mais par contre, des critères d'organisation ou d'activité associés peuvent rentrer dans le cadre de définition d'un état de mal épileptique. Donc si on a une activité qui est au moins à 0,5 Hz, moins 2,5 Hz et associée à d'autres éléments comme une amélioration clinique EEG après l'administration de molécules antiépileptiques, comme une dynamique spatio-temporelle de ces grapho-éléments, on peut poser un diagnostic d'état de mal non convulsivant. Ça, c'est le patient non épileptique ou sans encéphalopathie sous-jacente. Pour l'encéphalopathie sous-jacente, là, c'est un peu plus compliqué parce que dans le tracé basal des patients, il y a énormément d'anomalies. Donc là, c'est plutôt les changements par rapport au tracé initial ou la dynamique spatio-temporelle et la réponse au traitement qui aident à poser le diagnostic. Outre ces éléments, on a également des activités surajoutées à nos grapho-éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme des fluctuations de ces activités, comme la présence d'activités rapides surajoutées à nos grapho-éléments. Et ce qui fait qu'il y a ce concept de continuum entre l'activité ictale et interictale qui justement justifie l'intérêt d'avoir un monitoring EEG continu, parce qu'on peut avoir des EEG qui ne sont pas un état de mal épileptique, mais qui sont une menace d'évolution vers un état de mal épileptique. Donc un petit exemple en guise d'illustration pour voir un peu ces deux aspects. Une patiente de 76 ans qui est hospitalisée pour une pneumopathie, qui est mise sous une première ligne d'antibiothérapie, qui fait un choc septique, puis une détresse respiratoire cardiogénique avec un Takotsubo. On change à plusieurs reprises son antibiothérapie. Elle est stabilisée ensuite sur le plan cardiaque et sur le plan respiratoire, et à J6, elle fait une aggravation de ses troubles de vigilance, sans explication retrouvée sur le plan général, et un EEG est demandé. Donc voilà son électroencéphalogramme. En bleu, vous avez les dérivations droites, en rouge, les dérivations gauche. Vous avez une trentaine de secondes affichées sur l'écran. Donc je fais dérouler un petit peu son EEG. Donc vous avez une activité de fond qui est légèrement ralentie, et qui est surchargé de ces grapho-éléments paroxystiques généralisés, ces GPD, qui se répètent de manière irrégulière à 2 Hz environ. Quand on la stimule, il y a peu de modifications. Des fois, on a l'impression que ça s'accélère un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de décharge. Mais parfois, ça peut prendre un aspect comme ça, un peu pseudo-rythmique, où ça a l'air de s'accélérer un petit peu. Une injection de Rivotril est faite, ça ne change rien. Une deuxième est faite, ça ne change rien non plus. Elle a un peu de déprimante qui la met en suppression burst, mais il n'y a pas d'arrêt complet de ses activités ni d'amélioration clinique. Donc là, on est dans un tableau d'encéphalopathie métabolique, parce qu'on a des grapho-éléments paroxystiques qui sont plutôt allongés, qui ont un aspect à bord émoussé, qui ont une fréquence qui est autour de 2 Hz. Il n'y a pas vraiment de rythmicité à l'intérieur. Elle est mise quand même sous antiépileptique parce que certains de ces grapho-éléments ont un aspect un petit peu acéré, mais il n'y a pas d'escalade thérapeutique. Et on fait un contrôle du tracé le lendemain. Donc le tracé a un peu changé. Bon, on a toujours le même type de grapho-éléments. On a des grapho-éléments paroxystiques généralisés qui là ont un aspect un peu plus acéré, qui se répètent de manière un peu plus rapprochée. Là, on est autour de 2,5 Hz.
Il n'y a pas de décharge à proprement parler, mais parfois ça prend un aspect comme ça, de séquence un peu plus rythmique. Quand on la stimule, il y a un peu une fragmentation de l'activité, mais pas vraiment d'arrêt non plus. Et on va lui faire 1 mg de Rivotril, et l'activité va disparaître. Et la patiente va être réactive et répondre aux questions 5 minutes après l'injection de Rivotril. Donc là, on est dans une situation d'état-mal non convulsivant, alors que finalement, les graphoéléments sont quand même très proches, vous le reconnaîtrez, même s'il y a des différences, parce qu'ils sont un peu plus acérés, ils sont plus courts, ils ont une morphologie plus épileptiforme, mais néanmoins, c'est un continuum, on va dire, avec le tracé que je vous ai montré juste avant. Donc c'est une patiente qui avait un surdosage en chefépime mais qui a fait sur le premier EEG une encéphalopathie au C3G, qui a été compliquée dans un deuxième temps d'un état de mal non convulsivant. Donc c'était une illustration pour vous dire que parfois c'est pas simple, même quand on a l'habitude de voir des tracés électroencéphalographiques, de faire la différence entre les deux, parce qu'il y a vraiment un continuum entre les différentes entités. Donc d'où l'intérêt d'avoir la possibilité d'avoir un tracé EEG continu. Donc il y a plusieurs options possibles. On peut avoir un holter EEG où là c'est une boîte noire, mais c'est plus facilement accessible, il n'y a pas de caméra, les patients sont équipés, ils ont un boîtier à la ceinture, il n'y a pas de retour vidéo, donc là c'est quand on a un diagnostic qui est posé mais qu'on veut quantifier les anomalies, voir s'il y a des fluctuations. La technique principale pour la réanimation, c'est le monitoring EEG en chambre, où là on peut garder le patient plusieurs jours. On a une vidéo, même si la qualité du tracé de la vidéo n'est pas forcément optimale. Et sinon, on a la vidéo EEG, où là on a un tracé de bonne qualité et une vidéo parfaite, mais ce n'est pas adapté pour des patients réanimatoires, donc c'est uniquement pour des états de mal focaux. En termes de modalité, il faut au moins 9 électrodes pour pouvoir faire un tracé correct, interprété par un neurophysiologiste qui a l'habitude, parce que parfois c'est difficile. Avoir des tracés EMG, ça peut être utile. Et en termes de durée, il faut, quand on pose une décision de monitoring, avoir au moins 12 heures. Dans cette étude, avec le score de LPS2B, différents éléments de l'EEG, du premier EEG d'1 heure étaient colligés. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, la fréquence, le type de graphoélément, les activités surajoutées, pour donner un score de risque de développer une épilepsie et d'avoir un état de mal derrière. Et en stratifiant le risque, on voit que c'est utile au bout de... Une minute. Oui, c'est utile d'avoir, pour le risque moyen, d'avoir au moins 12 heures d'enregistrement, et pour un risque élevé, d'avoir 24 heures pour être à peu près sûr d'avoir une crise enregistrée. Donc les indications l'EEG continu, ça va être la détection des états de mal non convulsivants, quand on est dans une situation d'état de mal subtil, ou s'il n'y a pas de récupération de conscience après une première ligne de traitement. Donc là, par exemple, on a une patiente qui a un état de mal moteur sur un hématome, avec des crises qui sont très polysymptomatiques, qui passeraient inaperçues, sauf si on a une personne dans la chambre, donc ça permet de quantifier les choses. Ou en bas à droite, une patiente qui avait un état de mal temporal de présentation psychiatrique et qui était du coup, qui une fois l'état de mal contrôlé, a continué à avoir sa présentation psychiatrique, et sans rétro-contrôle de l'EEG, c'était difficile de pouvoir évaluer les choses. Hop, je passe sur les différents éléments. Donc, en conclusion, l'idée de la présentation, c'est de rappeler que l'état de mal est une présentation très pléomorphe avec beaucoup de diagnostics, et c'est parfois difficile dans certaines présentations cliniques, que l'importance pour le pronostic, c'est l'étiologie et l'âge plus que la durée, et que les T1 et T2 sont variables selon les entités. L'EEG est central dans certaines entités, comme l'état de mal non convulsivant, mais peut aider aussi pour le suivi de la prise en charge. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'EEG? Vous fonctionnez comment avec les réanimateurs? Vous avez la possibilité d'avoir de l'EEG continu? Et oui. Si oui, est-ce que vous avez un accès à distance Oui, alors nous, on a 2 machines de monitoring EEG continu qui sont dans le service de réanimation. Donc la semaine en heure ouvrable, ce sont les techniciennes de l'EEG qui posent les tracés. En dehors, ce sont les infirmières du service de réanimation qui les posent. Et nous, on a accès à distance de notre service et chez nous, on a une astreinte vidéo EEG sur le week-end pour l'interprétation des tracés. Et puis nos réanimateurs ont aussi bien l'habitude, donc ils savent également jeter un coup d'œil aux enregistrements si besoin.
Très bien. Pas d'autres questions? Une question rapide. Oui, parce qu'après, il va falloir Oui. que... Une question, je profite parce que j'ai bien compris la difficulté de séparer deux entités qui peuvent être différentes. Par exemple, l'association d'une encéphalopathie et d'une épilepsie. J'ai souvenir d'avoir traité une épilepsie, en fait, une patiente qui avait une hémorragie méningée, et on nous dit, elle est en crise, et on fait une deuxième lecture par notre médecin parce qu'on avait augmenté les doses d'antiépileptiques, et c'était à l'époque le Neurontin, qui venait d'arriver sur le marché, et la patiente s'était encore aggravée encore plus. Et la deuxième lecture de l'EEG nous dit que c'est une encéphalopathie métabolique. On était un petit peu surpris. Et donc, on a arrêté complètement le traitement et la patiente s'est améliorée. Donc, on était un peu surpris qu'il y ait une lecture différente. Un qui nous dit c'est des crises et un autre électrophysiologiste qui nous dit que c'est une encéphalopathie. C'était un peu ce que j'avais essayé de vous montrer avec l'exemple. C'est que, vous voyez, les tracés parfois sont très proches entre les deux entités. Et que sur un électroencéphalogramme, si on n'a pas tous les éléments en main, parfois on peut se tromper. Et du coup, là, en l'occurrence, on n'aurait pas eu cette réponse très nette à l'ingestion de Rivotril sur deuxième tracé. On aurait sans doute continué à dire qu'il y a une encéphalopathie métabolique qui s'est aggravée. Là, c'est vraiment la réponse au Rivotril qui a fait basculer vers l'état de mal. Donc voilà, l'EEG, malheureusement, comme tout examen complémentaire, il y a une part de subjectivité, il y a une part d'opérateur dépendant. Et parfois, on peut se tromper. Très bien. Ah. Il reste une question dans la salle? Non. Je n'ai pas vu de main. On va être obligé de passer à la suite, mais en même temps, c'est une suite qui est importante, puisque la recherche étiologique a été l'oubliée des recommandations sur la prise en charge de l'état de mal épileptique. Et donc, pour ça, on a demandé à Stéphanie Sigaud de nous traiter cet aspect. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de comment hiérarchiser la recherche étiologique devant un état de mal épileptique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Et en guise d'introduction, on en a déjà parlé, la recherche étiologique, elle est importante parce qu'effectivement, c'est un facteur déterminant du pronostic vital et fonctionnel, mais aussi cette étiologie, elle est importante parce que dans près de la moitié des cas d'état de mal, pour pouvoir les stopper, il va être nécessaire d'entreprendre un traitement étiologique spécifique. Donc dans ces cas-là, le diagnostic étiologique est particulièrement important. Dans la définition et la classification internationalement reconnue, les étiologies des états de mal épileptiques, elles sont classifiées comme suit. Donc d'un côté, les causes symptomatiques, c'est-à-dire celles qu'on peut identifier ou qui sont identifiables en théorie, et les causes cryptogéniques, qui sont celles qu'on ne peut pas retrouver, pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic. Et si on regarde plus précisément les causes symptomatiques, parce que c'est celles qui nous intéressent là, celles dont on va pouvoir faire le diagnostic, elles sont classifiées en fonction de la temporalité. Il y aura les étiologies aiguës, celles qui sont à distance ou on peut dire séquelaires aussi, les étiologies progressives et à part les symptômes électrocliniques dont je ne parlerai pas là et qui concernent plus souvent la pédiatrie quand même. Donc cette classification, en fonction de la temporalité, je vous ai mis là quelques exemples, liste non exhaustive de ces étiologies. Donc dans la catégorie aiguë, c'est les causes qui ont commencé il y a moins de 7 jours. Et donc on retrouve toutes les infections, les pathologies cérébrovasculaires, le trauma crânien, etc. etc. Les causes séquelaires, ça sera donc après 7 jours, après un traumatisme crânien, un AVC, une encéphalite par exemple. Et puis il y a les causes dites progressives. Là, ça va être sur l'évolution d'une tumeur cérébrale, mais aussi l'évolution d'une maladie neurodégénérative. Les maladies neurodégénératives peuvent entraîner de l'épilepsie et de l'état de mal épileptique, notamment les formes très évoluées de maladies d'Alzheimer. À peu près 50% des cas dans les séries publiées sont des causes aiguës. Ensuite, on retrouve les causes séquelaires dans 20% des cas, puis les causes progressives qui sont plus rares. Le problème avec cette classification-là, c'est que c'est une classification qui est utilisée pour la recherche clinique, pour classer les étiologies dans les cohortes.
Mais en fait, un état de mal épileptique, très souvent, c'est lié au cumul de plusieurs de ces pathologies. Dans la majorité des états de mal épileptiques, on retrouve plusieurs causes. D'ailleurs, quand on regarde les papiers sur les cohortes d'états de mal épileptiques, il y a toujours beaucoup plus de causes listées que de patients inclus dans la cohorte. Et donc, une cause aiguë peut cacher une cause chronique et vice-versa. Et donc, si on réfléchit uniquement avec cette définition-là, cette temporalité, en pratique clinique, en fait, ce n'est pas très pragmatique. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'il existe des solutions beaucoup plus pragmatiques pour pouvoir faire une enquête étiologique rapide qui ne va pas retarder la prise en charge thérapeutique. Et donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il existe des outils pour ça. Il existe un outil qui a été développé, qui s'appelle le Status Epilepticus Etiology Identification Tool. C'est un outil qui a été développé donc, pour faire le diagnostic étiologique de l'état de mal épileptique au lit du malade, et plus précisément aux urgences par des non-spécialistes. En préambule de cet outil, il est bien précisé que ça doit être fait, bien évidemment, cette recherche étiologique, en parallèle du traitement dont on va parler tout à l'heure, et que ça ne doit pas le retarder. C'est une évaluation étiologique qui va se faire en 4 points. Et avant de répondre aux 4 questions qui vont suivre, il y a quand même des examens de base à faire pour tous les patients qui présentent un état de mal épileptique. Donc la glycémie capillaire, le monitorage des constantes vitales, une imagerie, qui sera le plus souvent en urgence un scanner, parce qu'on n'a pas toujours accès aux IRM en urgence. Il y a des examens biologiques sanguins de base à faire systématiquement, donc refaire la glycémie, une NFS, le ionogramme, calcium, magnésium, éventuellement un dosage d'antiépileptiques si c'est approprié, on en reparlera après. Et bien évidemment, le EEG fait partie des examens à réaliser en priorité, en première intention, pour participer pour le diagnostic et la recherche étiologique. Donc la première étape, avant de rechercher une étiologie, ça va être de s'assurer qu'on est bien en face d'un état de mal épileptique. Et donc pour ça, il va y avoir des diagnostics différentiels à éliminer. Et l'EEG va nous aider, comme on l'a vu sur la présentation précédente. Une fois qu'on est sûr, ou à peu près sûr, qu'on est face à un état de mal épileptique, on va passer au point 2. Et le point 2, il concerne l'étude des antécédents du patient. Donc plus que la temporalité de l'éventuelle étiologie qu'on recherche, c'est les antécédents qui sont l'élément central et qui vont guider votre recherche étiologique. Donc, est-ce que le patient est épileptique connu ? On a dit à la présentation précédente que 50% des épilepsies ne survenaient pas chez des épileptiques connus, mais donc l'autre 50% survient chez des épileptiques connus quand même. Ensuite, est-ce que le patient a une lésion cérébrale connue, donc un AVC ancien, un trauma ancien? Est-ce qu'il a fait une méningoencéphalite auparavant? Et troisième point, est-ce qu'il a une maladie cérébrale progressive de type maladie neurodégénérative ou tumeur cérébrale? Donc, une fois qu'on a répondu à cette question, et si on a répondu oui à cette question, il va falloir rechercher le facteur favorisant qui a conduit le patient à l'état de mal épileptique. Et donc, si le patient est épileptique connu sous traitement antiépileptique, il va falloir s'attacher à savoir s'il est vraiment compliant, s'il y a eu un changement de dosage, s'il a eu un problème intercurrent qui a fait que le taux sanguin aurait pu varier. Et puis donc, on aura l'éventuel résultat du dosage sanguin de l'antiépileptique qu'il prend. Ensuite, est-ce que ce patient présente des signes d'infection systémique? Parce que chez ces patients épileptiques connus, qui ont une lésion cérébrale, une maladie cérébrale progressive, une infection systémique sévère peut entraîner un état de mal. Est-ce qu'il y a un sevrage en alcool ou en autre drogue, ou au contraire
une intoxication aiguë? Est-ce que sur le ionogramme, on va mettre en évidence des perturbations métaboliques significatives? Est-ce que sur l'imagerie, il y a un changement par rapport à la condition qui était préalablement connue? Donc, on va faire le point sur tout ça. Et ensuite, si on n'a pas vraiment d'explication après tout ça, ou alors si le patient présente une raideur de nuque et une fièvre sans vraiment d'explication systémique, on va passer au point 4 qu'on verra tout à l'heure. Donc l'autre catégorie de patients, ça va être ceux qui n'ont pas ces antécédents-là, et donc les états de mal de novo. Mais là, pareil, chez ces patients, on va passer en revue différents points. Le premier, ça va être l'analyse de l'EEG. Ça, c'est la discussion avec l'électrophysiologiste qui va vous guider vers un éventuel diagnostic. Ensuite, l'imagerie, la clinique aussi, va vous permettre de dire si le patient a une lésion cérébrale aiguë qui vient d'apparaître et qui pourrait expliquer l'état de mal. Ensuite, on retombe sur le sevrage en toxique ou l'intoxication aiguë, les perturbations métaboliques, les infections systémiques sévères. Et comme chez les patients présentant des antécédents neurologiques, si jamais il n'y a pas d'explication, s'il y a une raideur de nuque, une fièvre qui ne s'explique pas par une infection systémique, là, on passe à l'étape 4. Cette étape 4, donc chez ces patients-là, il va falloir assez rapidement, avant de répondre à la question, envisager de lancer un traitement anti-infectieux en pensant bien évidemment à la méningoencéphalite, faire des hémocultures et faire une ponction lombaire en l'absence de contre-indication. Donc, je rappelle que chez ces patients, on aura fait un scanner, une imagerie cérébrale auparavant. Et donc, là, à cette étape-là, c'est les résultats de la ponction lombaire qui vont guider notre diagnostic. Est-ce que le LCR est normal ou anormal? Et s'il est anormal, il va nous guider vers certaines causes et nous permettre de lancer une thérapeutique éventuellement adaptée. Donc cet algorithme-là, donc développé pour les urgences, donc pour les non-spécialistes, il a permis dans la publication Princeps, sur une série de plus de 200 cas, d'identifier correctement l'étiologie dans près de 90% des cas. Et les erreurs, les patients chez qui on n'aurait pas fait le bon diagnostic, les un peu plus de 10% restants, ça se classait en 4 grandes causes, en fait. Soit il manquait des informations aux médecins qui avaient en charge le patient, des informations sur l'anamnèse, sur les antécédents du patient. Effectivement, on ne peut pas toujours avoir une liste détaillée de ses antécédents. L'autre cause principale, c'était qu'il y avait des éléments manquants dans le compte-rendu d'imagerie qui auraient permis d'avancer plus rapidement sur le diagnostic. Il y a la mauvaise interprétation des résultats de la ponction lombaire qui est cause d'erreurs diagnostiques. Et puis après, il y a des complications qui sont trop complexes pour les services d'urgence et qui nécessitent une prise en charge plus spécialisée. Et pour ces cas-là, là, je vous présente la suite de cet algorithme qui a été proposé par des collègues de Toulouse, notamment pour les patients chez qui on n'aurait pas fait de diagnostic après 48 heures, donc ceux qui restent cryptogéniques après 48 heures après leur admission. Et puis, c'est aussi valable pour les patients qui présentent un état de mal réfractaire, un état de mal de novo réfractaire dans les patients qui ne sont pas épileptiques connus et qui ont un état de mal réfractaire, où là, il va falloir aller très vite vers des investigations beaucoup plus spécialisées. Et donc, ce qui est proposé, c'est chez ces patients-là, il ne faut pas hésiter à refaire la biologie standard, pousser l'imagerie jusqu'à l'IRM cérébral avec angiographie et vénographie, ne pas hésiter à refaire les ponctions lombaires pour pouvoir notamment compléter le screening infectieux, faire le screening auto-immun, on va reparler de ça juste après, le screening toxicologique. Et puis, si après tout ça,
on n'a toujours pas de cause. Là, il va falloir envisager le screening oncologique, rechercher des pathologies métaboliques ou des troubles mitochondriaux qui seraient passés inaperçus jusqu'à présent, un screening génétique et éventuellement faire une biopsie cérébrale. Donc là, vous voyez qu'on rentre vraiment dans les choses très spécialisées et qui sont du recours de la discussion multidisciplinaire aussi. Donc, juste pour vous présenter un peu ce qui est suggéré de faire quand on en arrive au screening immunologique. Donc il va falloir, il y a des encéphalites auto-immunes qu'il va falloir rechercher, faire des recherches d'anticorps antineuronaux intracellulaires et synaptiques ou de surface dans le sang, mais aussi dans le LCR. Parce qu'il y a à peu près 15% des patients qui présentent une encéphalite auto-immune, avec ceux qui présentent des auto-anticorps neuronaux synaptiques, où ils seront présents uniquement dans le LCR et pas dans le sang. Donc il est nécessaire pour faire le diagnostic de faire ces dosages dans le LCR. Et bien évidemment, il faudra aussi rechercher toutes les maladies systémiques. Toute cette liste-là, donc vous pouvez la trouver. Celle-là, elle figure dans les recommandations sur la prise en charge de l'état de mal. Mais c'est aussi à discuter avec votre laboratoire de référence, avec les internistes, les neurologues avec qui vous travaillez. Et pareil, le bilan infectieux complet, il comprend des recherches virales, bactériennes, parasitaires, fongiques, aussi bien dans le sang que dans le LCR. Et puis, en ce qui concerne les maladies métaboliques, parmi les choses à faire, il y a les dosages de lactate et pyruvate pour rechercher les mitochondriopathies. Après, il y a les analyses génétiques qui se font là aussi en discussion avec les spécialistes. Donc en conclusion, ce diagnostic étiologique, c'est un élément cardinal de la gestion des états de mal épileptiques. Il est indispensable pour pouvoir traiter correctement les patients. Et la première étape, elle peut se faire très rapidement en parallèle de la prise en charge initiale. Et elle est avant tout centrée sur l'anamnèse, avec l'âge du patient, ses antécédents, le fait qu'il soit épileptique connu ou que ce soit une épilepsie, un état de mal de novo. Ça va déjà vous guider énormément. Dans ce premier temps, il n'y a pas besoin d'examens très spécialisés. La biologie standard, l'ATDM, l'EEG, plus ou moins l'imponction lombaire en fonction des signes cliniques vont permettre de faire le diagnostic dans 90% des cas. Et c'est ensuite seulement qu'on passera à des choses beaucoup plus spécifiques, qu'on refera des ponctions lombaires, qu'on ira à l'IRM, tout ça dans le cadre d'une discussion pluridisciplinaire. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie pour cette excellente présentation. Donc on va donner la parole à la salle si vous voulez poser des questions. Alors moi j'ai une question, donc on voit que le recours à l'imagerie est important. Si tu avais à disposition une IRM 24/24, est-ce qu'il faut aller à l'IRM d'emblée Alors d'emblée non, mais oui. Pour tout coma non expliqué, est-ce que vraiment tu n'aurais pas envie d'aller plus tôt que 24 heures? Alors, si on a l'IRM à disposition, oui, je pense qu'il faut... et qu'on n'a pas une cause évidente, identifiée par ailleurs, il faut... oui, je pense qu'il faut... alors, il y a la problématique que l'IRM peut mettre en évidence des lésions post-critiques qui sont pas l'étiologie, mais la conséquence et qui peuvent parfois entraîner des confusions. Mais l'IRM sera de toute façon plus précise que le scanner s'il y a un diagnostic à faire à l'imagerie. Il y a une question de Thomas. Thomas, si tu veux bien aller au micro. Ne te fais pas mal, hein.
IGI. Merci beaucoup. Dans les recos là, qui ont été publiés il y a quelques années, c'est marqué en fait qu'il y a un bilan initial et puis après il y a un bilan après 48 heures si on n'a pas réussi à trouver. C'est un peu bizarre cette façon de faire. C'est comme si les causes rares pouvaient attendre pour être traitées. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est assez choquant. Est-ce que, dans ce que tu nous as montré, est-ce que tu as une autre réflexion en disant, voilà, il y a peut-être des anomalies qui évoqueraient plutôt ce type de pathologie et donc il faut le chercher d'emblée? L'imagerie doit probablement avoir une place centrale, mais quelle est ta réflexion là-dessus? Déjà, sur les états de mal réfractaires des novos, là, clairement, il faut aller beaucoup plus vite vers vers la recherche de choses un peu plus spécialisées, parce que là, on va retomber sur des causes, on va retrouver plus souvent les encéphalites auto-immunes. Donc là, il va falloir aller beaucoup plus vite, clairement. Après, chez le patient épileptique connu, là, et c'est 50% des cas quand même, la moitié des cas, là, c'est pas la peine de se lancer d'emblée dans le dosage de tous les auto-anticorps. Voilà. Chez le patient qui n'est pas épileptique connu, là, ça vaut le coup d'aller beaucoup plus vite, effectivement. Une autre question dans la salle. Lamine, tu avais une question? Oui, c'est bon. C'était la même. C'est la même que je rejoins. Je crois que vraiment, il faut vraiment qu'on milite pour avoir un accès 24/24 aux IRM. C'est un outil dont on ne peut plus se passer et ça devient un outil de centre de recours. Mais nous, la prise en charge, elle passe par l'IRM. C'est la difficulté du patient ventilé. Est-ce que tout le monde a du matériel pour ventiler les patients? Alors, qui a du matériel pour ventiler un patient dans une IRM? Tout le monde, quasiment tout le monde. Et qui a une IRM 24/24, 7 jours sur 7? On en a 5. Bon, de plus en plus, quand même. Ça En tout cas, pour les plateaux qui reçoivent du stroke, l'IRM, elle est 24/24. Quoi. On a une IRM d'urgence. On passe à la question suivante. Donc, on va aborder le volet thérapeutique en phase aiguë avec Baptiste Balança. C'est bon. Bonjour à tous. Donc après avoir abordé tout le versant diagnostique et puis toute l'enquête étiologique, moi je vais plutôt me focaliser sur le versant thérapeutique et le versant thérapeutique précoce sur, disons, la première heure qui suit le diagnostic de l'état de mal épileptique. Je n'ai pas non plus de lien d'intérêt avec cette présentation. Je vous ai remis ici l'aide cognitive qui est disponible sur le site de l'ASFAR et puis on va essayer de reprendre les différentes étapes. Donc comme toute aide cognitive, vous voyez qu'en haut ça reprend un peu les étapes diagnostiques et ensuite qu'est-ce qu'on fait comme traitement de première ligne quand on passe ce temps T1 au bout de 5 minutes et puis quand on arrive à ce temps T2 de 30 minutes pour l'état de mal épileptique généralisé, on essaiera de reprendre les différentes l'evidence base qu'on a un peu pour les différents traitements. Donc pour le traitement de première ligne, c'est-à-dire pour l'état de mal épileptique généralisé au bout de 5 minutes de crise ininterrompue, il y a des études qui sont maintenant un peu anciennes, mais qui montrent que quand c'est des études, la plupart d'origine nord-américaine, le lorazépam est la molécule la plus efficace. Et vous voyez qu'avec le lorazépam, au bout d'un quart d'heure, on a à peu près 60% des états de mal qui sont résolus. Et c'est plus efficace que le diazépam. Ça s'explique assez bien en termes de pharmacocinétique, parce que le diazépam administré par voie intraveineuse a une forme de circulation qui fait que ça met à peu près 30 minutes avant d'avoir toute la biodisponibilité. Et donc le lorazépam est la molécule la plus efficace. Et il y a plusieurs méta-analyses de la Cochrane qui retrouvent effectivement que le lorazépam par rapport au diazépam est plus efficace. Donc il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Après vous me direz c'est bien, mais on n'a pas le lorazépam en France. Mais on a du clonazépam qui a en fait des propriétés pharmacocinétiques assez similaires, qui fait qu'administré par voie intraveineuse, il a une biodisponibilité extrêmement rapide, comme le lorazépam. Et quand on regarde les résultats de l'étude SAMU-KEPRA qui a été réalisée en France dans les années 2015, l'objectif n'était pas d'analyser le clonazépam, mais de voir si l'administration de lévétiracétam en préhospitalier pour l'état de mal épileptique généralisé avait un intérêt. On regarde dans le groupe placebo, qui a donc reçu uniquement du clonazépam, qu'on voit qu'on a, après la première injection,
60% d'arrêt des crises quasiment, donc comme pour le lorazépam, et qu'au bout de 15 minutes, on arrive à 84% d'arrêt des crises, ce qui fait que finalement, par rapport à ce qui a été publié avec du lorazépam, on a une efficacité qui est assez similaire. Et en revanche, pour la partie Keppra, on n'avait pas de bénéfice à administrer du Keppra en précoce associé au traitement de première ligne. Ensuite, quand on n'a pas d'accès à une voie intraveineuse rapide, ce qui peut quand même arriver assez souvent en préhospitalier, on a plusieurs molécules qui sont disponibles. Le diazépam, encore une fois, a une très très mauvaise biodisponibilité et vraiment pas la molécule à préférer. Le clonazépam marche pas trop mal par voie intramusculaire, mais le midazolam est celui qui a la meilleure biodisponibilité. Et l'intérêt de la voie intramusculaire, c'est qu'en fait, ce qu'on voit sur les études qui ont comparé le lorazépam et le midazolam, c'est que ça permet d'avoir un accès beaucoup plus rapide au traitement de première ligne. Parce qu'on n'a pas le temps de poser une voie, de rechercher, surtout quand les patients ont un capital veineux pas parfait. Et finalement, l'administration de midazolam par voie intraveineuse, ça permet de gagner plusieurs minutes sur le début du traitement, l'initiation du traitement de première ligne. Et donc, ça vous permet d'avoir une cessation des crises plus rapide et un contrôle plus rapide. Donc, quand vous n'avez pas d'accès veineux ou un accès veineux difficile, l'administration de midazolam par voie intramusculaire est une très bonne alternative et permet d'aller plus vite au traitement de première ligne. Ce qui fait qu'en plus de la libération des voies aériennes, de l'administration d'oxygène et tout ça, les recommandations actuelles en France, c'est d'administrer du clonazépam et quand on n'a pas d'accès à une voie veineuse, d'utiliser du midazolam par voie intramusculaire. À renouveler au bout de 5 minutes si la première administration de traitement de première ligne n'a pas été efficace. Ensuite, si ça continue à se poursuivre, jusque dans les recommandations de 2018, on avait quelques molécules qui étaient recommandées, mais en fait, en 2019-2020, on a plusieurs essais randomisés qui ont comparé beaucoup de traitements de deuxième ligne chez l'adulte, chez l'enfant, avec des résultats qui sont à peu près tous similaires. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs études qui sont sorties comparant le levétiracétam à la phénitoïne, le levétiracétam, la phénitoïne et le valproate de sodium. La nouveauté de ces études, c'est qu'ils placent le levétiracétam à forte dose, 60 mg kg, au maximum 4,5 g. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément recommandé. Et dans l'ensemble de ces études, en fait, il n'y a pas de différence entre les différentes molécules. Et là, je vous ai montré les résultats de l'étude E7 qui compare les trois molécules que sont la phosphénytoïne, le levétiracétam ou le valproate dans différentes populations, chez l'enfant, chez l'adulte et chez la personne âgée. Et vous voyez que les distributions sont exactement les mêmes et on a à peu près la même efficacité, quelle que soit la molécule. Donc ça va dépendre essentiellement de vos habitudes, des protocoles qui sont en cours dans vos structures de soins, en préhospitalier ou en intra-hospitalier, et puis éventuellement des effets secondaires propres à chaque traitement en fonction de la tolérance cardiovasculaire, s'il y a des blocs de branches, des choses comme ça, ou s'il y a des encéphalopathies ou des hyperammoniémies pour la dépakine. Donc finalement, ça dépendra surtout de ça et pas tellement de l'efficacité attendue des molécules qui sont à peu près équivalentes. Le traitement de troisième ligne, là, c'est un peu moins robuste. C'est-à-dire qu'autant pour le traitement de première ligne, on a des essais randomisés, on a des méta-analyses de la Cochrane. Pour le traitement de deuxième ligne, depuis les années 2019-2020, on a, comme je vous avais montré, plusieurs essais randomisés qui comparent l'ensemble de ces molécules. Pour le traitement de troisième ligne, là, c'est un peu moins clair. Donc ça veut dire quand on arrive à stent T2, au bout de 30 minutes de crise ininterrompue pour un état de mal tonico-clonique généralisé, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un traitement plus agressif pour éviter d'avoir des lésions neurologiques qui vont devenir irréversibles. Mais qu'est-ce qu'on doit utiliser comme molécule pour induire ou poursuivre une anesthésie générale? Là, on n'a aucun essai qui compare une molécule par rapport à une autre. Il y a une étude de cohorte qui a été publiée en 2022 où ils regardaient sur ces états de mal épileptiques réfractaires quelle molécule avait été utilisée par les études et est-ce qu'il y avait une molécule qui était plus efficace que l'autre ou qui faisait qu'il y avait moins de récidives. Finalement, on a à peu près 70% des gens qui utilisent du midazolam, 30% qui utilisent du propofol et peut-être une tendance à moins de récidives précoces sous propofol, mais ça reste du rétrospectif avec tous les biais qu'on connaît. Et finalement, les deux molécules sont utilisées largement selon les habitudes des centres avec des efficacités qui sont similaires. Et pour les doses d'induction, c'est à peu près les doses d'induction qu'on utilise, nous, en anesthésie pour une induction en séquence rapide standard. Et il n'y a pas vraiment de recommandation pour privilégier une molécule par rapport à une autre
en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Il y a toujours la question de la kétamine. La kétamine n'est pas contre-indiquée dans l'état de mal épileptique. D'un point de vue physiopathologique, ça pourrait même avoir un intérêt, surtout quand on arrive vers des états de mal épileptiques réfractaires, où les récepteurs au GABA sont internalisés et les récepteurs au NMDA sont surexprimés, en tout cas plus présents à la surface des neurones, et donc ça pourrait avoir un intérêt. Donc ça peut être une alternative pour l'induction comme pour l'entretien, même si, comme pour le reste de ces molécules, il n'y a pas vraiment de preuves très solides pour recommander ou pas l'utilisation de la kétamine dans ce contexte. Quand on regarde dans quel délai est-ce qu'on doit mettre en place cette induction, alors pour l'état de mal épileptique généralisé, où le temps T2 est vraiment maintenant bien défini, on sait qu'au bout de 30 minutes, si on n'a pas d'arrêt des crises, il va falloir induire une sédation profonde. C'est un peu plus flou pour les états de mal épileptiques partiels focales. Et il y a cette étude qui avait comparé plusieurs stratégies. Une stratégie où ils induisaient une anesthésie générale profonde et versus où elle avait été plus retardée. Et en fait, on a un meilleur contrôle des crises malgré tout quand on induit une sédation profonde de manière un peu plus précoce. Donc, c'est toujours une discussion en fonction de l'état clinique du patient, de l'évolution des crises et une discussion avec les neurophysiologistes. Mais de temps en temps, il ne faut pas forcément retarder à tout prix l'induction d'une anesthésie générale si on a des choses qui persistent et qui résistent à plusieurs lignes d'antiépileptiques. Parce que finalement, on peut après avoir plus de mal à arrêter les crises et à casser l'état de mal. Après, en plus de ces traitements qu'on a vus là, de première ligne, deuxième ligne, d'anesthésie générale quand ça devient nécessaire, est-ce qu'il y a des traitements adjuvants qui peuvent avoir un intérêt pour la prise en charge de cet état de mal épileptique? Il y a plusieurs choses qui ont été essayées. Et malheureusement, en dehors des traitements qu'on a vus là, il n'y a pas de choses qui ont vraiment montré la preuve de leur efficacité. Il y avait l'étude Hibernatus qui a été publiée en 2016 qui avait évalué l'intérêt de l'hypothermie thérapeutique dans la prise en charge de l'état de mal, où ils avaient maintenu une température inférieure à 34 degrés, un peu comme les stratégies qu'il y avait pour l'arrêt cardiaque. Et il n'y avait pas de bénéfice à maintenir les patients en hypothermie. Et puis ensuite, il y a l'étude Samu-Kepra dont je vous ai déjà parlé, qui montrait qu'administrer du lévétiracétam précoce n'avait pas d'intérêt. Et puis, il y a eu une étude plus récente, l'étude VALS, qui avait comparé l'association de plusieurs molécules en deuxième ligne, et donc de combiner systématiquement du valproate de sodium au traitement de deuxième ligne. Et finalement, il n'y avait pas de bénéfice à combiner d'emblée les traitements de deuxième ligne. Donc pour l'instant, on reste toujours sur cette stratégie de traitement de première ligne, réadministré à 5 minutes, traitement de deuxième ligne, et ensuite traitement de troisième ligne pour l'état de mal épileptique généralisé. Pour la kétamine, soit en association d'emblée avec une sédation profonde, soit en recours si jamais la sédation profonde n'est pas suffisante et qu'on a un état de mal épileptique qui va être dit super réfractaire, c'est-à-dire qui persiste alors qu'on a instauré une anesthésie générale, une sédation profonde. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'essai randomisé, il y a des séries de cas, il y a des arguments physiopathologiques et des moments où ça a l'air de marcher. Mais on n'a pas encore de données très solides pour dire que ça vaut le coup d'administrer de la kétamine. Surtout que, alors maintenant en France, on a la S-kétamine qui est disponible et qui présente un profil de sécurité avec moins d'effets secondaires que la kétamine. Mais ça peut quand même avoir des effets hépatotoxiques pour des perfusions prolongées, plusieurs jours avec des doses élevées. Ensuite, je voulais parler rapidement avec vous des indications d'intubation orotrachéale, parce que c'est toujours aussi une question qui revient. De manière assez pragmatique, en fait, quand vous allez prendre des patients en charge en extra-hospitalier ou en intra-hospitalier avec un état de mal épileptique ou des crises subintrantes, bien évidemment, quand on arrive au traitement de troisième ligne, la question de l'intubation orotrachéale ne se pose pas, mais il y a quand même un certain nombre de cas où les malades vont avoir des troubles de la conscience, vont protéger plus ou moins bien leur voie aérienne et peuvent présenter des détresses respiratoires. Et donc, il ne faut pas se priver d'une intubation orotrachéale si c'est nécessaire d'un point de vue respiratoire ou pour sécuriser un transport, sous réserve qu'on n'ait pas encore arrivé aux 30 minutes d'état de mal épileptique ininterrompu. En revanche, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on a intubé les patients, parce qu'après, je pense que Nicolas en reparlera pour la prise en charge qui va suivre après en réanimation. C'est pas du tout pareil d'avoir intubé quelqu'un parce qu'il avait un état de mal épileptique réfractaire avec des crises qui persistaient pendant plus de 30 minutes et où du coup on va probablement diminuer la sédation moins vite, ou alors d'avoir intubé quelqu'un au bout d'un quart d'heure alors qu'il ne faisait plus forcément de crise, mais parce qu'il était en détresse respiratoire.
et où du coup la problématique est un peu différente en termes de poursuite de la sédation et des traitements antiépileptiques. Donc pour résumer, ce que je vous l'ai mis là, c'est que quelqu'un qui fait une crise tonico-clonique généralisée, qui cède et qui a un état post-critique qui peut être prolongé, surtout si vous arrivez un peu à distance du début des crises, que la personne déjà a crisé de manière prolongée avant que vous arriviez, il peut y avoir un coma post-critique et des troubles de la conscience, surtout chez la personne âgée. Et ça peut, si c'est bien toléré sur le plan respiratoire, je vous engage à ne pas intuber ces gens-là et ils peuvent se réveiller 1 heure après si c'est bien toléré sur le plan respiratoire. Et en revanche, les insuffisances respiratoires aiguës, l'état de mal épileptique tonico-clonique généralisé réfractaire, et puis les situations où il y a manifestement une cause symptomatique qui fait que l'état de mal ne va pas s'arrêter tout de suite, donc, et où il y a un risque, où il y a un risque d'hypertension intracrânienne, donc tout ce qui est AVC ischémique ou hémorragique, traumatisme crânien grave ou choses comme ça, où là on ne va pas attendre que la personne soit hypercapnique pendant longtemps s'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. Et du coup, on intubera un peu plus tôt ces patients, peut-être. Voilà, ça c'était un graphique après pour vous remontrer finalement qu'il y a quand même une partie qui s'arrête après le traitement de première ligne. Quand il est renouvelé à 5 minutes, on arrive à contrôler à peu près 70% des crises. Après un traitement de deuxième ligne, on arrive à peu près à 90% de contrôle. Et finalement, les états de mal épileptiques super réfractaires ou réfractaires sont, si on prend l'ensemble des états de mal épileptiques, pas si fréquents. Et je vous ai remis ici les différents traitements que vous pouvez voir, avec donc le clonazepam en première ligne. Il y avait encore le diazépam sur l'aide cognitive de l'ASFAR, mais vraiment, quand on regarde les essais et les méta-analyses de la Cochrane, c'est vraiment pas une molécule à privilégier. Et si vous devez en choisir une sans accès veineux, il vaut mieux prendre du midazolam, à renouveler au bout de 5 minutes. Ensuite, les 3 molécules que vous avez là sont à peu près équivalentes en termes d'efficacité. Et puis, pour l'induction d'une anesthésie générale, en dehors de respecter une séquence rapide, vous pouvez à peu près utiliser tous les agents anesthésiques que vous voulez et entretenir avec du propofol ou du midazolam ou du thiopental, c'est à peu près équivalent. J'ai fait un peu de pub pour le réseau SOS Neuroréa que vous pouvez aller voir et qui est développé par la société Connex, qui permettra dans un avenir très proche d'avoir des avis spécialisés de Neuroréa. Et puis pour le congrès de l'ANARF qui va avoir lieu au mois de décembre à Rennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie, allez au micro. Merci pour la présentation. C'est quoi les antiépileptiques à privilégier devant un état de mal focal qu'on n'intube pas? Souvent, ça va être une discussion avec les neurologues. Et pour des états de mal focal qui persistent, il va y avoir les mêmes traitements de deuxième ligne que ceux qu'on peut utiliser pour un état de mal épileptique généralisé. Donc du Keppra, de la dépakine, de la phénitoïne. Et ensuite, la différence, ça va être qu'il va y avoir souvent une association de molécules de deuxième ligne qu'on va faire. Et là, c'est vraiment de la discussion avec eux. On a aussi le Vimpat qui commence à se positionner petit à petit avec une administration par voie intraveineuse avec des bolus. Et du coup, souvent, ça va être une combinaison de plusieurs molécules qui peuvent escalader et désescalader sur 24-48 heures. Et du coup, là, pour la prise en charge de ces patients-là, typiquement, ça demande d'avoir vraiment une bonne relation avec les neurologues et les neurophysiologistes de votre hôpital pour choisir la bonne association de molécules et avoir une stratégie un peu commune. Il n'y a rien avec un haut niveau de preuve? Non. En tout cas. Non, autant pour l'état de mal épileptique généralisé, pour les traitements de deuxième ligne, on a tous les essais que je vous ai montrés là qui comparent les deux. Le problème de l'état de mal épileptique focal, c'est que c'est très polymorphe, que vous avez une sévérité des crises qui est assez hétérogène, et pareil, en termes de répétition des crises, c'est assez hétérogène. Et donc, comme il n'y a pas vraiment de choses très solides, c'est un peu plus fin et un peu plus sujet à discussion. Merci. Oui, allez-y. Et après, monsieur. C'est plus très tendance, en fait, c'est un vieux cheval de remonte, mais enfin qui est complètement historique. C'est un produit qui s'appelle le Gardénal, qui cogne un peu moins fort que le thiopental, que j'avoue utiliser encore régulièrement, puisque maintenant on a la forme IV, autrefois ça ne se faisait qu'à Nîmes. Et c'est vrai que ça marche bien, on ne va pas jusqu'à l'apnée, on n'est pas toujours obligé d'intuber. Il y a un excellent effet, enfin en tout cas empirique sur le terrain. Il y a encore pas mal de gens dans les polyhandicapés, etc., qui boulottent leur Alepsal tous les jours.
Voilà. C'est vrai que ça ne figure plus beaucoup dans les guidelines et les protocoles actuels, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien quand même. C'est barbiturique et voilà. Je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Ça faisait partie des molécules de deuxième ligne qui étaient recommandées. C'est vrai que dans les essais un peu plus récents, ils ont comparé plutôt le lévétiracétam, la phosphénytoïne et le valproate. Et il n'y a plus beaucoup le gardénal. Malgré tout, c'est une molécule qui est très efficace, qui marche bien, qui a comme profil de tolérance surtout d'être dépresseur respiratoire, même si c'est évidemment moins que le thiopental, et qui est assez efficace. On peut l'utiliser aussi, par exemple, soit en association avec d'autres molécules, pour de l'état de mal épileptique partiel focal, ou alors pour faire le relais avec d'autres médicaments. Enfin, non, c'est une molécule qui est encore utilisée. Ouais. C'est un peu moins nouveau, donc c'est vrai que c'est plus forcément dans les recommandations, mais ça marche bien. Mais plus en chronique, en administration chronique chez les patients, c'est fini parce qu'il a été démontré clairement que ça altère les fonctions cognitives. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, les patients vieillissaient plus vite et perdaient les fonctions cognitives plus vite. Donc, c'est pour ça que ça a été interdit en administration chronique. Même s'il y a quelques neurochirurgiens, chez nous d'ailleurs, ils sont partis à la retraite, mais leurs patients tous étaient sous gardénal. Hein. Ils y croient à fond. Ouais. Oui, monsieur, bonjour. allez-y. Machal Ben Ali, Tunisie. Je voulais avoir votre avis. C'est le bon moment, le timing de réveiller les patients après un état de mal épileptique et après ces médicaments. Le bon moment pour lever la sédation. Merci. Je pense que tu vas en parler, Nicolas. Ou alors j'en parle. Pas directement. Bah, le bon moment pour lever les sédations, c'est pas quelque chose de très facile. Ça dépend un peu de pourquoi est-ce que vous avez induit la sédation. C'est ce que je disais. Si c'est pour une détresse respiratoire, peut-être qu'on pourra lever plus rapidement la sédation que si c'est vraiment pour un état de mal épileptique réfractaire. Après, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'attendre au moins 24 heures de sédation profonde sans crise avant d'envisager un arrêt des sédations. Et quand on arrête les sédations, c'est important de ne pas les arrêter brutalement on-off, surtout si vous avez mis du propofol qui a une demi-vie assez courte. Parce que si vous arrêtez brutalement les sédations, vous pouvez avoir une récidive des crises ou de l'état de mal parce que vous avez arrêté trop vite les sédations. Et chez les patients qui ont été intubés pour un état de mal épileptique réfractaire, c'est là qu'aussi ça a vraiment un intérêt d'avoir un EEG idéalement continu pour monitorer l'arrêt, le sevrage de la sédation et vérifier qu'on n'a pas de recrudescence de crise à l'arrêt ou à la baisse de la sédation. Très bien. Pas d'autres questions ? On va passer à la suite pour rester dans les temps. Et donc, on va demander à Nicolas Engrand de nous parler effectivement de la suite. Et si le patient est en état de mal réfractaire. Voilà, donc je vous parle effectivement de l'après-état de mal. Alors, moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je n'ai pas mis de diapo. Donc, on va aborder différents points. Ce sera un bon, finalement, topo de synthèse de tout ce qui a été entendu. Vous allez voir. Je vais reprendre pas mal de choses qui ont été dites par les orateurs précédents. Alors, il y a une vie après l'état de mal. La preuve, hein, quand on fait un EEG, ici chez 120 patients qui sont venus pour état de mal épileptique, vous voyez qu'on trouve dans environ 60% des cas la persistance d'activité périodique ou rythmique, dont la moitié seront purement électriques, et dans 40% des cas, pas de ce type d'activité. Quand on a une activité périodique ou rythmique, elle est le plus souvent, elle est rarement déjà des pointes ondes, donc ils sont clairement une crise qui continue. Ça peut être une activité rythmique delta dont l'interprétation n'est pas forcément pour ou contre d'emblée une épilepsie. Enfin, faut creuser un peu plus. Ou ça peut être des décharges périodiques. Alors, ça a déjà été un petit peu abordé par le premier orateur, mais comme on parle souvent avec nos collègues neurophysiologistes de ce qui est rythmique et de ce qui est périodique, j'ai voulu juste vous montrer deux exemples rapides pour que vous compreniez, pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde de quoi on parle. Une activité rythmique, c'est une activité déjà paroxystique, c'est-à-dire c'est une crise, avec des grapho-éléments qui se succèdent, le N+1 succédant avant la fin du N. Un peu comme une torsade de pointe, si vous voulez, alors qu'une activité périodique, les grapho-éléments paroxystiques sont séparés par un retour au rythme de fond
Donc vous voyez, c'est des figures qui isolément seraient épileptiformes, mais ça n'est pas de l'épilepsie parce qu'il n'y a pas une succession rythmique de ces figures. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas toujours vrai, ce qui est rythmique est plutôt épileptique et ce qui est périodique est plutôt pas épileptique. Alors, la suite, Baptiste l'a déjà un peu abordé, l'état de mal réfractaire. La définition de l'état de mal réfractaire, c'est un état de mal qui résiste à au moins 2 médicaments antiépileptiques différents, administrés à posologie adaptée, en se donnant un délai suffisant pour laisser les médicaments agir. Donc ça, cette définition, elle est importante. Tous les mots sont importants. C'est-à-dire que la première chose, quand vous êtes face à une suspicion d'état de mal réfractaire, c'est de vous poser la question, est-ce que le patient a bien reçu toute la séquence thérapeutique, c'est-à-dire les benzodiazépines en première ligne et au moins un traitement en deuxième ligne à posologie adaptée avec le délai nécessaire. Alors on voit que dans les études, l'incidence, elle est de 20-25%, peut-être un peu moins dans certains papiers. Et l'autre point sur lequel je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est qu'il faut aussi reconsidérer les diagnostics différentiels. Il n'y a rien qui répond moins à un traitement épileptique qu'une maladie non épileptique. Et en particulier, le piège classique, mais je pense qu'on l'a déjà tous rencontré, c'est les crises non épileptiques d'origine psychogène qui peuvent conduire, comme elles ne répondent pas par définition au traitement antiépileptique, peuvent conduire à cette situation où on suspecte un état de mal réfractaire. L'autre point qui est très important, c'est que tout coma persistant après un état de mal épileptique n'est pas obligatoirement un état de mal réfractaire. Et même dans la majorité des cas, c'est un peu ce qu'abordait Baptiste tout à l'heure, dans la majorité des cas, le malade ne crise plus et il ne faut pas l'intuber jusqu'à preuve du contraire, bien entendu, en dehors de la situation où on a un trauma crânien grave ou une détresse respiratoire. Donc on est dans le cas de l'état de mal réfractaire. Les recommandations de 2018 nous disent qu'il faut endormir le patient et l'intuber. Sachez quand même que dans certains cas, on peut se donner la possibilité de donner un deuxième traitement antiépileptique de deuxième ligne, notamment si c'est un patient avec une pathologie épileptique connue, notamment si on est dans une histoire un petit peu où on risque de se poser, où on s'est déjà posé la question de la limitation de soins, et notamment chez l'enfant. Donc le traitement médicamenteux de l'état de mal épileptique réfractaire va faire appel soit au midazolam, soit au propofol, et il est recommandé d'associer plutôt du midazolam avec le propofol. Tout ça, c'est les recommandations qui sont du niveau d'experts, enfin, recommandations d'experts, et qui reposent sur très peu en fait, de données scientifiques vraiment établies. Vous voyez, les deux seuls papiers que je retrouve qui font vraiment une étude entre les deux, c'est une étude avortée d'il y a plus de 10 ans, multicentrique, où ils n'ont réussi à inclure que 23 patients, qui comparaient propofol versus thiopental avec une efficacité et une mortalité qui étaient identiques. Une autre étude rétrospective, 33 patients, ça va pas très loin, midazolam versus thiopental, efficacité identique, un petit avantage sur le midazolam en termes de pronostic fonctionnel. Mais ce qui est probablement plus important, et là les RFE insistent aussi là-dessus, c'est l'objectif qu'on va se donner chez ces patients avec la sédation. Plus que le médicament, il faut l'endormir, il faut contrôler l'EEG, et pour ça, évidemment, il faut faire de l'EEG. Il n'y a pas que les Français qui le disent, c'est dans toutes les recommandations, et en particulier américaines, qui datent un petit peu également. Il faut faire de l'EEG, il faut le faire tôt, il faut le faire suffisamment longtemps, et éventuellement, il faut transférer le patient si nécessaire. Cette étude, on en a déjà un petit peu parlé. Finalement, qu'est-ce qui se fait en réalité chez ces patients en état de mal réfractaire? Eh bien, vous voyez, effectivement, comme Baptiste l'a dit, on a une majorité de patients qui vont recevoir du midazolam, mais l'efficacité sur le MRS à la sortie de l'hôpital, le MRS 0 à 2, donc les bons pronostics, l'efficacité est identique entre ces deux médicaments. Par contre, on voit que si le patient a eu un monitorage EEG de plus d'une heure, et idéalement plus de 24 heures, on va diminuer le nombre de traitements antiépileptiques, on va diminuer la durée du traitement antiépileptique, et on va diminuer la récurrence de l'épilepsie au rebond. Alors, quel objectif se donner en termes de EEG? Alors là, on est aussi avec un niveau de preuve très faible, mais j'ai trouvé ce papier que j'ai quand même trouvé un peu intéressant, où les auteurs ont essayé de corréler le type de tracé à l'outcome. Et vous voyez, donc c'est le premier graphe qu'il faut regarder ici, vous voyez que
quel que soit en fait le pourcentage de suppression sur l'EEG qui était obtenu chez des états de mal réfractaires, on avait le même favorable outcome, le même taux qui était la survie à plus de 1 ou 3 mois après la sortie de l'hôpital. Donc les auteurs disent que finalement, alors qu'il est recommandé quand même un peu partout de se dire peut-être il faut des beurre-suppression, et bien là, ce n'est pas le cas. Et peut-être qu'avoir simplement un contrôle des crises sur l'EEG est suffisant. Alors, si je résume, mon patient, il est endormi, il est intubé, donc on a une suppression des figures épileptiques ou des beurre-suppression. C'est là qu'effectivement, je rejoins ce que disait Baptiste, on va faire un sevrage progressif sur 6 à 12 heures en surveillant l'EEG. Je fais juste un tout petit aparté, parce que là, on est dans l'état de mal réfractaire. Pour répondre à la question tout à l'heure, un patient qui arrive, pour qui on n'a pas de preuve d'état de mal épileptique réfractaire, qui va bien par ailleurs, qui n'est pas en situation de détresse hémodynamique, respiratoire, neuro ou autre, il faut le désédater même quasiment à l'arrivée pour l'évaluer. Bon, là, on est dans l'état de mal réfractaire. Il a eu ses 24 heures de sédation. Soit on a un contrôle de l'état de mal, tout va bien, soit l'état de mal n'est pas contrôlé. Et là, après 24 heures, on est dans la situation de l'état de mal super réfractaire, donc qui par définition résiste à 24 heures de traitement. À ce moment-là, les recommandations, c'est de reprendre l'anesthésie générale, d'ajouter un autre traitement antiépileptique non GABAergique. Alors ça va être le lévétiracétam, le Vinpat, le topiramate. Enfin, il n'y a pas de recommandation très ferme sur le médicament à utiliser. Considérer la kétamine sous couvert toujours de l'EEG. Si ça ne fonctionne toujours pas 24 heures après, donc on est à 48 heures d'état de mal super réfractaire, c'est là qu'il est recommandé d'envisager le thiopental. Ce n'est pas une recommandation formelle, mais on peut envisager le thiopental et commencer à penser au traitement étiologique qu'on a abordé tout à l'heure avec la démarche étiologique, parce que la probabilité qu'on se retrouve dans cette situation de NORS est élevée. Le NORS, c'est le New Onset Refractory Status Epilepticus, ça c'est, je crois, l'article Princeps. Et vous voyez, c'est une maladie grave. Il faut au moins en médiane 5 traitements épileptiques pour le soigner. Il y a une mortalité de plus de 20% et les patients ont des séquelles cognitives, motrices et épileptiques. À l'inverse, dans ce papier qui était une étude multicentrique française sur la présentation des encéphalites à anti-NMDA en réanimation, et vous voyez que 39% des patients crisaient. Et ce papier montrait bien qu'un des facteurs pronostiques qui était important, c'était la précocité du traitement. Donc les recommandations, et maintenant il y a même des recommandations sur la prise en charge des NORS, c'est de dire, même si on n'a pas fait le diagnostic formel, parce que vous avez vu qu'il est assez compliqué, il faut en tout cas envisager l'immunothérapie, la corticothérapie, après 72 heures d'échec de traitement. On suppose, l'alternative, les causes alternatives, c'est les encéphalites infectieuses. On suppose que tout ce qui est infectieux a été éliminé après 72 heures. Alors, indépendamment des NORS, dans l'état de mal super réfractaire, pareil, il y a un peu de biblio, mais ce papier récent qui regarde un peu la typologie de patients. Et vous voyez que c'est des patients qui sont plus jeunes que ici les états de mal non réfractaires. C'est des patients qui ont moins de pathologie focale, donc plus générale, qui ont plus souvent une atteinte neurologique grave. Mais malgré tout, on arrive dans plus de 80% des cas à venir à bout des crises. Alors, ça a un prix. Il y a 24% de mortalité et surtout, il y a énormément de séquelles puisque vous voyez, il n'y a que 27% qui sont MRS 0 à 2 à la sortie. Quels sont les médicaments qui étaient utilisés dans ces situations d'état de mal super réfractaire? C'est les 4 qui sont, les principaux médicaments sont les 4 traitements de deuxième ligne que Baptiste a évoqués. Le valproate, la phénitoïne, le lévétiracétam, le Gardénal dont vous avez parlé, et à ça, on ajoute le lacosamide, le Vinpat, qui est aussi beaucoup utilisé, de plus en plus utilisé dans ces indications. Alors, les traitements alternatifs qu'on peut utiliser, il y a le brivaracétam, qui est de la même famille que le lévétiracétam, le pérampanel, qui est un antagoniste des récepteurs AMPA, l'isoflurane, le cannabidiol, qui est assez tendance, et puis dans certaines situations, le sulfate de magnésium, la pyridoxine chez l'enfant. Je vais parler aussi un petit peu d'hypothermie, comme toi, Baptiste, avec l'étude Hibernatus, donc, qui faisait 24 heures d'hypothermie à 33 degrés après un état de mal épileptique.
avec juste une petite nuance, c'est-à-dire que Hibernatus, l'objectif c'était de la neuroprotection, et effectivement, il n'y avait pas de différence significative sur le outcome en termes de Glasgow Outcome Scale à 3 mois, mais par contre, quand on regarde l'évolution dans les heures qui suivaient et la persistance du status épilepticus, on avait 2 fois moins de patients qui crisaient dans le groupe hypothermie. Donc l'hypothermie, et expérimentalement c'est archi-vérifié, l'hypothermie a un rôle antiépileptique et elle est potentiellement recommandée à titre antiépileptique et non pas à titre neuroprotecteur, parce qu'effectivement ça ne marchait pas. Et donc elle est recommandée aussi dans les recommandations sur le contrôle ciblé de la température en réanimation. Il est très important, au moment où on prend en charge les patients, de penser au relais médicamenteux, un relais de benzodiazépine pour éviter le sevrage, un traitement non benzodiazépine parce que la benzo ne sera pas le traitement au long terme du patient. Et évidemment, discuter avec nos collègues neurologues du traitement de fond. En termes de pronostic, on a ce papier multicentrique français sur l'état de mal épileptique. Vous voyez, c'est assez simple. Alors, c'est que des patients hospitalisés en réanimation. 19% de mortalité et chez les patients qui survivent, la moitié auront des séquelles, l'autre moitié n'aura pas de séquelles. Qu'est-ce qui fait que les patients auront des séquelles quand ils sont âgés, quand ils ont une lésion cérébrale, quand la crise dure, quand il y a des signes de focalisation, c'est lié à la gravité à l'IJS, oui, et quand on a un état de mal épileptique réfractaire qui multiplie par 3 le risque de séquelles. C'est vérifié dans un registre un peu plus récent, sur 50 pays, plus de 700 cas. C'est difficile les études sur l'état de mal réfractaire, super réfractaire, ce n'est pas si fréquent que ça. Vous voyez qu'on a toujours 75-80% de contrôle des crises. Elle a aussi une mortalité qui est aux alentours de 25%, avec grosso modo une moitié qui aura des grosses séquelles, une moitié qu'on aura moins. Et là encore, évidemment, l'importance de l'étiologie, on le redit, effectivement, l'épilepsie, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie, donc l'étiologie a son importance. En termes de le pronostic fonctionnel, 2 petites choses. L'épilepsie est considérée, l'état de mal, comme un axos, entre guillemets, parce que ce n'est pas une agression systémique, mais cérébrale, qui aggrave en fait les lésions cérébrales, et inversement, les lésions cérébrales aggravent l'épilepsie. Et on entraîne aussi une épileptogenèse, c'est-à-dire que l'état de mal va créer des lésions neuronales qui elles-mêmes vont générer une cicatrice avec des circuits aberrants et qui eux-mêmes peuvent faire créer à distance. Les séquelles motrices cognitives, on en a parlé, et les principaux déterminants également. On observe aussi des atrophies cérébrales après l'état de mal épileptique. Alors ça, c'est un peu un cas extrême d'un patient qui avait été ventilé extrêmement longtemps et qui est sorti lourdement séquelaire. Mais vous voyez que certains auteurs ont même corrélé en fait le pourcentage d'atrophie cérébrale à la durée de l'anesthésie générale dans le traitement en fait de l'épilepsie. L'IRM est également utile pour voir d'autres types de séquelles. Alors les séquelles qui sont liées à l'état de mal épileptique, c'est principalement en plus de l'atrophie des scléroses de l'hippocampe, de la nécrose laminaire corticale ou des noyaux gris centraux. Il faut savoir que l'IRM permet maintenant de faire la part des choses entre ce qui va être définitif et ce qui n'est probablement pas définitif et peut aider quand on se pose des questions de limitation de soins. Je ne sais pas si vous m'accordez encore quelques minutes, 2 minutes oui. Pour parler un peu d'EEG. Oui. Alors, en plus de l'IRM, c'est évidemment utile de faire de l'EEG en réanimation, c'est recommandé. Comme on l'a dit, l'EEG, ce n'est pas 2 électrodes frontales, c'est au moins 9 électrodes sur l'ensemble du scalp. Alors, tout l'enjeu de l'EEG en réanimation, on le sait tous, c'est l'interprétation du signal, toute la difficulté. Alors, quand on tombe sur ça, ce n'est pas très compliqué, on assiste à une crise, c'est assez simple. Mais la plupart du temps, les tracés qu'on a en réanimation, c'est ça. C'est-à-dire avec un tracé un peu rythmique ici, c'est focalisé, ça a un débit, ça a une fin, c'est relativement stéréotypé. On peut conclure que c'est probablement une crise d'épilepsie. Et là encore, comme ça a été dit, si ça répond au traitement, c'est un argument fort pour dire que c'en était une. Et puis, on a ces situations qui sont encore plus complexes, où vous voyez qu'on a des figures triphasiques qui surviennent de manière périodique, et qui donc théoriquement ne devraient pas être de l'épilepsie.
Or, dans cette situation-là, on a des GPEDS, donc ou les LPD, hein, c'est la nomenclature récente, peuvent en fait être interprétés comme de l'épilepsie dans certains cas, et ça a été effectivement publié, et ici même dans ce cas publié, avec une augmentation du métabolisme dans les zones concernées en PET scan. D'autres études ont montré un lien entre cette activité, y compris périodique. Alors là, on n'est plus dans l'épilepsie, mais il faut bien comprendre, comme je l'ai montré sur la première diapo, que cette activité périodique qu'on appelle interictale ou continuum ictal-interictal, elle existe chez ces patients et probablement elle n'est pas si anodine parce que vous voyez que dans ce papier, dans les mêmes territoires, on a une augmentation du métabolisme en PET scan et on a aussi des lésions, qui ne sont pas forcément définitives, mais des lésions qui apparaissent en IRM. Si bien que les auteurs ont construit ce type de figure où vous voyez en abscisse en fait, l'importance en fait, de la nature épileptique des paroxysmes qu'on observe, en ordonnant le risque de lésion pour les neurones. Là, vous voyez qu'à l'extrême, l'état de mal tonico-clonique généralisé, c'est très épileptique et c'est dangereux pour les neurones, on l'a déjà dit. Les burst suppression, c'est pas épileptique et c'est peu ou pas dangereux pour les neurones. Et entre les deux, on a tout un tas de figures paroxystiques qui sont intermédiaires, et en particulier, effectivement, tout ce qu'on appelait les PLETs, qui sont peut-être pas si anodins, et avec un continuum qui n'est pas si simple, en fait, en termes de diagnostic et de danger pour les neurones. Donc, pour conclure, de cadre, l'état de mal réfractaire, super réfractaire, il y a les fondamentaux, hein, peu d'études scientifiques, reconsidérer les diagnostics différentiels, c'est majeur. Garder comme objectif thérapeutique l'EEG plutôt qu'un hypnotique spécifique, penser au relais médicamenteux très tôt, et on a une mortalité qui sera environ de 20% suivant l'étiologie, mais avec beaucoup de séquelles. Et puis les choses à la mode, c'est éviter d'intuber si c'est possible. Alors, encore une fois, on intube un patient qui est en détresse respiratoire, ce n'est pas le sujet. On intube un patient qui est en état de mal réfractaire, à qui on va endormir, c'est évident. Mais il y a tout un débat en fait, qu'on n'a pas tellement abordé sur le risque de l'anesthésie générale et de prolonger l'anesthésie générale chez ces patients. Donc il y a quand même un intérêt actuel sur les drogues moins sédatives, type kétamine, type lacosamide, type cannabidiol. Et puis, bon, il y a la situation des NORS avec le traitement immunothérapique spécifique. Et puis, évidemment, tout cet aspect de l'EEG continu qui est à la fois passionnant, mais qui n'est pas toujours simple d'interprétation. Et là, il faut vraiment une collaboration étroite avec nos collègues neurophysiologistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci. Question pratico-pratique. Dans un centre, moi je travaille dans un centre où il n'y a pas de réanimation, clinique, plutôt de chirurgie fonctionnelle, etc. Un patient qui fait un état de mal, est-ce qu'il y a un moment où on est censé le muter ? Alors je ne parle pas d'intubation, bien sûr, mais est-ce que par exemple, à la deuxième dose de clonazepam, l'état de mal cède, on peut le garder ? Est-ce que le risque de récidive de toute façon sera important et il faut envisager de le luxer ? Ma deuxième question, c'est par rapport aux médicaments de deuxième ligne. On a l'impression quand même que le levétiracétam a pas mal d'avantages en termes de tolérance et d'effets indésirables. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir plusieurs molécules ou est-ce qu'on peut en choisir une pour notre chariot d'urgence ? Alors, la première question, c'est si c'était un état de mal, même s'il a cédé sous Rivotril, à mon sens, il a besoin d'une prise en charge spécialisée rapide. Le fait que vous ayez contrôlé l'état de mal rapidement est plutôt rassurant et va vous faciliter le transport, mais dans tous les cas, il va falloir de toute façon une prise en charge spécialisée rapide, ne serait-ce que pour la décharge. À la limite, sauf la situation où c'est un épileptique connu qui n'a pas pris son traitement et vous le savez, vous lui donnez son traitement. Mais sinon, dès lors que vous n'êtes pas dans une situation aussi simple et caractérisée que ça, je pense qu'il faut le transférer. La deuxième question, c'était le traitement de deuxième ligne. Je suis d'accord avec vous. En fait, les RFE, faut bien comprendre, les RFE, c'est fait sur l'evidence-based medicine, c'est qu'est-ce qui est publié. Et dans les publications, à ce jour, on n'a pas d'arguments, on a même des arguments pour dire il n'y a pas de supériorité du levétiracétam ou d'infériorité par rapport aux autres molécules. Donc, dans les recommandations, elles sont au même niveau. Maintenant, rien ne vous empêche de ne faire que de levétiracétam. On est d'accord, c'est plus simple, c'est plus facile, ça a moins d'effets secondaires et je pense que c'est à peu près
la tendance. Enfin, je ne sais pas, on peut demander aux autres neuroréas, mais on en fait tous de plus en plus. Mais il faut faire la part des choses entre ce qui est de la RFE basée sur la biblio, et puis finalement notre vie de tous les jours, qui doit quand même répondre au minimum aux demandes des RFE. Il ne faut pas avoir les 4 médicaments. Nous, on ne fait jamais de Gardénal, mais le Gardénal, dans les papiers, n'est pas inférieur aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Ludivine Marécal de Marseille. Je voulais vous demander si on ne dispose pas de G en continu, est-ce qu'il y a une technique ou des recommandations pour désescalader et arrêter progressivement ou d'un coup les hypnotiques en IVSE? Il y a pas mal de travaux sur la différence entre le G continu et le G discontinu. Je n'avais pas le temps d'en parler, mais il y a notamment un papier qu'a fait Jama Nerol il y a 3 ans. Le G continu, clairement, c'est mieux que le G discontinu. Mais le G discontinu, c'est beaucoup mieux que pas de EG. Donc, dans les situations, et on le sait très bien, et d'ailleurs dans les RFE, c'est toute la difficulté des experts d'arriver à faire des recommandations pour que les gens s'équipent, mais aussi ne pas mettre les collègues des centres non spécialisés dans la difficulté. On sait très bien que tout le monde ne fait pas de G continu. Donc, dans ces cas-là, il faut faire appel. Vous avez quand même des sociétés de G privées qui viennent normalement d'à peu près tous les centres. Et il faut faire appel à ces centres-là. Et si vous pouvez absolument pas, clairement, il faut envisager de transférer le patient. Parce que gérer un état de mal réfractaire sans EEG, c'est pas raisonnable quand même. Bon, et après, alors on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais il ne faut pas oublier le bis bilatéral. Parce qu'entre être aveugle et malvoyant, moi je préfère être malvoyant. On ne verra pas toutes les crises, mais on en verra beaucoup, surtout si vous avez le DSA. Je ne parle pas du bis standard, je parle vraiment du bis bilatéral. Nous, en tout cas, c'est vraiment notre objet, parce que nous, le EG, à partir de 16 heures, il n'y en a plus. J'ai un Cerbère, donc je peux en faire en continu, mais en débrouillage, les crises généralisées, on les voit. Je vais juste revenir sur toi, sur la kétamine, parce qu'on est de plus en plus embêté pour l'utiliser, dans le sens où il y a de nouveau une alerte à NSM au mois d'août, qui dit que l'augmentation de l'utilisation en réanimation de kétamine entraîne des conséquences graves avec une augmentation anormale de la fréquence des hépatites et des atteintes urologiques graves, considérées comme graves par la NSN. Donc ça nous pose de plus en plus de questions sur son utilisation à forte dose et son utilisation prolongée. Dans tous les cas, on n'a plus droit de l'utiliser plus de 28 jours. Alors c'est rare, mais c'est déjà beaucoup, 28 jours, mais il y a des patients, il y a des dossiers avec plus de 28 jours. Mais surtout, même pour des utilisations de 5-6 jours, il y a des hépatites avec des cholangites qui ont été rapportées. Et donc le bénéfice-risque sur un avis d'expert, en fait. Alors là, oui, on est complètement dans l'avis d'expert, parce que là tu fais référence à des choses qui sont sorties depuis, en fait, les RFE et les papiers, effectivement, qui ont été publiés dans le sujet. Ce qui est quand même sûr, c'est que les gens qui font beaucoup de kétamine disent qu'il ne faut pas faire de la kétamine seule. Donc, de toute façon, pas faire des trop grosses doses, associer des benzos. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, nous, la kétamine, on ne l'utilise pas en première intention. On commence par des midazolam et ou du propofol, et on l'envisage qu'à J2, J3 quand on est dans l'impasse. En pratique, parce que nous, on est un petit peu embêtés. On a un EEG, on commence à s'y mettre un petit peu. C'est un peu compliqué, mais on s'y met. Le problème du matériel qu'on a sur le malade, parce qu'en réanimation, on a des patients graves. Il y a la PTO2, il y a la DVE, il y a la PIC. On a l'impression que c'est un petit jardin sur la tête du malade, donc on implante plein de choses. Et comment? Parce que le G, c'est quand même plusieurs électrodes. Et donc, est-ce que vous avez des difficultés ou avec la routine, ça devient plus simple? Et est-ce qu'on augmente aussi le risque infectieux chez les patients qui ont des DVE? Alors, le risque infectieux, je ne connais pas de travail. Je pense que oui, c'est du bon sens, il faut le faire proprement.
Tu parles de l'EG continu là Pas ou du de l'EG matériel, discontinu? est-ce que cette EEG, est-ce qu'on peut mettre les électrodes au bon endroit, sachant en fait, qu'on a une PIC, une DVE, on on arrive quand même à mettre 9 électrodes sans trop de problèmes. On passe un peu, effectivement, on est parfois gêné par le matériel. Tu as oublié la cicatrice aussi. Oui, bien sûr. La cicatrice est parfois embêtante aussi, je suis d'accord avec toi. C'est une gêne pour nos patients, mais je pense que ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas en faire. Après, sur l'EEG continu et infection, moi, je ne connais pas du tout de données et je n'ai pas tellement le sentiment pour en faire quand même régulièrement que l'EEG continu ait favorisé les infections. Bon, je devrais peut-être pas vous le dire, mais on a une fois un choc hémorragique sur un EEG, mais on n'a pas eu de chance. Mais Il y a voilà. autre chose dont on ne parle pas, et on dit que ça impacte énormément le cerveau, c'est les ondes lentes de dépolarisation. Est-ce que finalement l'état de mal épileptique qui se complique de lésions cérébrales n'est pas en fait une conséquence d'une propagation d'ondes lentes de dépolarisation qui induisent une mort on a le grand cellulaire? spécialiste dans la salle. Je pense que c'est à Baptiste de répondre, mais à ma connaissance, il n'y a pas tellement de lien entre les deux. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Il faut que tu parles au micro. Ouais. Viens, sinon. Monte. Je pense que c'est deux phénomènes un peu différents. Après, Sébastien, tu me corrigeras si je me trompe, mais pour les malades qui font des crises qu'on enregistre en SEEG, il y a souvent des ondes lentes, des polarisations qui surviennent au début de la crise ou même en dehors, mais qui ne se propagent pas forcément. C'est quelque chose d'un peu synchrone sur tout le foyer épileptogène. Et les phénomènes de dépolarisation dont tu parles n'ont pas tout à fait la même physiopathologie. Alors, les mécanismes sont quand même très débattus et pas très bien connus, hein. Mais ces dépolarisations corticales qui se propagent après le long du cortex, après les agressions cérébrales, elles peuvent être associées à des événements ictaux ou pas. Et du coup, il y a toute une nosologie entre la dépolarisation corticale, l'événement épileptique qui peut être surajouté à la dépolarisation et qui se propage avec, mais qui ne sont pas forcément des états de mal. Il peut y avoir des décharges qu'on voit sur l'électrocorticographie, mais sur le EEG, tu vois absolument rien. Donc ça peut être associé, mais il y a aussi, je pense que la plupart des états de mal n'ont pas forcément de dépolarisation associée. Est-ce que ça peut déclencher? Parce qu'on ne les voit pas sur l'EEG, on les voit sur l'EEG. Ce que tu verras sur l'EEG, quand il y a des phénomènes de dépolarisation, c'est plutôt un ralentissement de l'activité que des crises. Sauf s'il y a des crises surajoutées, mais ce n'est pas ça qui va les déclencher. Il y aura plutôt un ralentissement de l'activité, voire une dépression de l'activité associée. Merci à vous. On est vraiment obligé d'arrêter. C'est l'heure de quitter le congrès. Voilà. Donc, j'espère que vous venez nombreux ce soir à la soirée de gala au Musée des Arts Forains. Je pense que ça va être une grande fête. Quoi? Mais non.